Bonjour à tous. Enfin, la guerre est peut-être finie. On a eu un cessez-le-feu il y a 2 jours de la part de Trump sur le conflit US-Iran. On va essayer de regarder dans cette vidéo pourquoi je pense que ce n'est que le début des négociations et qu'on n'a pas encore tout qui est derrière nous. On va essayer de revenir sur la situation géopolitique et potentiellement quels pourraient être les scénarios dans les prochaines semaines. On va essayer de regarder aussi au niveau du marché. Comme d'habitude, on va faire une analyse on-chain sur Bitcoin. Donc on va revenir sur la structure interne du comportement des investisseurs sur Bitcoin pour savoir où est-ce qu'on peut potentiellement aller et comme à chaque fois, vous mettre en place des scénarios avec des probabilités sur où le marché peut potentiellement aller et comment se placer en adéquation avec ça. Revenons à notre sujet. Est-ce vraiment la fin de la guerre? Donc c'est une très bonne nouvelle quand même. Je ne pensais pas qu'on irait à un cessez-le-feu aussi rapidement pour les prochaines 2 semaines et ce qu'on voit au niveau géopolitique nous laisse à croire que les marchés price quand même une fin du conflit assez rapide. On va essayer de regarder un petit peu tous les détails. Donc pour refaire une partie du sommaire, donc on va regarder le cessez-le-feu, ce qui va se jouer pendant ces 2 semaines de négociation. Ensuite, on reviendra sur Bitcoin et le processus de bottom sur lequel il est en train de travailler. On va regarder où potentiellement le market peut aller en essayant de mettre en place une timeline pour que vous puissiez vous placer en tant qu'investisseur. Et ensuite, on reviendra sur le pivot de la Fed qui pour moi a une grosse probabilité d'arriver. Donc on va essayer de revenir un petit peu sur toutes ces choses. Si on arrive sur la partie géopolitique, donc comme vous le savez, il y a 2 jours, on a eu un cessez-le-feu après des menaces de Trump qui nous disait je vais décimer une nation entière. Comme d'habitude, Trump joue son double thinking, donc le fait de dire des choses, passer pour un fou, et ensuite derrière faire quelque chose d'autre en background. Et donc du coup, ça crée un ennemi qui est ultra imprévisible. Imaginez-vous, demain, vous êtes dans une embrouille, dans une bagarre, bah, un mec qui d'un coup fait quelque chose de fou, après il repasse dans une autre manière de voir les choses, après il change dans tous les sens, bah forcément, ça va vous impacter vous et vous allez avoir un ennemi qui est imprévisible. Donc ça, c'était un petit peu le jeu que Trump était en train de jouer. Je ne pense pas qu'il serait allé jusqu'à décimer l'Iran, ça me paraîtrait impossible, sachant que on avait la veille l'ONU, on avait Amnesty International qui était en train de prévenir que s'il faisait ça, bah, ce serait un énorme crime de guerre. Et je ne pense pas que les États-Unis, surtout avec les midterms en novembre 2026, donc enfin pas la réélection, mais vous savez, aux États-Unis, tous les 2 ans, on a les midterms, donc c'est des élections pour savoir qui va être au pouvoir au niveau du Sénat, du Congrès. Bah forcément, en fait, si Trump perd cette majorité en termes de républicains, bah, ça va être très compliqué ensuite derrière pour lui pour pouvoir faire ce qu'il a envie de faire sur le pays au niveau politique. Donc le vrai conflit actuellement avec ce qui est en train de se passer, ce n'est pas US et Iran. Maintenant, on vient de shifter sur US vs Israël et US vs US. Parce que Trump aujourd'hui, et ça c'est quelque chose que je dis depuis le début, mais Trump veut sortir de ça. L'objectif de Trump, c'était sortir du Moyen-Orient, affaiblir l'Iran et laisser du coup ses alliés au Moyen-Orient gérer la situation. Et eux, ça leur permet de se recroqueviller sur eux, mais d'avoir toujours des alliés sur qui ils peuvent compter. Donc Trump veut sortir parce que forcément, il a le plan à la fois de faire baisser l'inflation pour qu'il y ait les taux d'intérêt qui soient baissés quand Kevin Warsh arrive à la Fed. Donc il y a toute cette stratégie que Trump avait mis en place, mais il y a Israël aujourd'hui qui veut continuer. Israël qui a tapé sur le Hezbollah parce qu'ils disent que le Hezbollah ne fait pas partie de ce cessez-le-feu et qu'ils n'arrêteront pas les frappes sur le Liban. On sait bien évidemment que si l'Iran attaque Israël, bah, bien évidemment que Israël va utiliser ça pour arrêter le cessez-le-feu et continuer. Donc on a Israël qui veut continuer, Trump qui veut arrêter. Et même les républicains au sein de l'administration Trump ne sont pas forcément d'accord avec le fait de partir aussi facilement du Moyen-Orient. Et donc du coup, si Trump perd sa base, bah, c'est quelque chose quand même qui est mauvais ensuite derrière pour les midterms. Donc il y a un Trump qui est coincé quand même entre beaucoup de choses et donc du coup qui va devoir négocier au niveau de ces 2 semaines. Ça va être ultra important de regarder comment ça se passe. Le point de blocage qui est aussi le plus important, et c'est pour ça que l'administration républicaine, elle aussi, est contre la décision de Trump, c'est le nucléaire. Et il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui que le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, bah, il est décrit par les renseignements US comme quelqu'un qui est faible et incapable de diriger, donc un leadership qui est paralysé et qui n'arrive pas à avoir la main sur toute la puissance militaire, parce qu'il faut savoir que en Iran, il y a vraiment ces deux pouvoirs qui s'affrontent, à la fois la partie militaire et à la fois la partie politique. Et si le politique ne sait pas gérer le militaire, bah forcément, ça va être quelque chose qui va être beaucoup trop dur à gérer. Donc,
Les US, depuis le début, eux, ils ont pris comme sujet le fait de l'enrichissement de l'uranium, donc pour ne pas que les Iraniens aient la bombe nucléaire, et c'était la chose la plus importante à négocier pour les Américains, que l'Iran ne puisse pas avoir la bombe nucléaire. Donc du coup, c'est sur ça, parce que là aujourd'hui, il y a un traité en 15 et 10 points pour les deux parties qui est en train d'être négocié à Islamabad au Pakistan. Et ça va être le point le plus décisif, c'est est-ce que les US vont réussir à dire à l'Iran, vous ne faites pas l'enrichissement de l'uranium. Ma vision des choses, on va regarder les trois scénarios en ce sens. Je pense que la plus grosse probabilité, c'est le scénario 1, c'est qu'on ait un accord partiel économique, c'est-à-dire que là, on est en train déjà de le voir se mettre en place, on a Hormuz qui est ouvert sous supervision conjointe à la fois de l'Iran et des US, levée progressive des sanctions, compensation symbolique des dégâts qu'il y a eu, parce qu'il y a eu quand même énormément de dégâts, et l'Iran, qu'on le veuille ou non, est très affaibli, et libération partielle de tous les avoirs qui ont été gelés pour les Iraniens. La problématique, c'est que, comme on l'a dit, Majtaba Khamenei, lui, est un leader qui n'est pas forcément ultra puissant au sein du pays, et donc tout le sujet de l'uranium, ça va être très compliqué. Et moi, je pense qu'il va y avoir cet accord partiel économique et un nucléaire qui va être reporté. Et donc, du coup, ça va faire quelque chose d'assez lancinant qui va répéter à un moment ou à un autre, mais qui va essayer d'être géré de cette manière-là. Le scénario 2, c'est un échec total des négociations parce que Trump prend le pli de l'administration républicaine et dit je ne peux pas signer s'il n'y a pas de démantèlement au niveau nucléaire. Et ça pourrait se passer parce qu'il y a quand même pas mal de gens aujourd'hui au sein de l'administration républicaine qui disent non, on ne sortira pas de ce conflit tant que l'Iran pourra avoir la bombe nucléaire. Et il faut savoir aussi que les pays du Golfe sont dans cette vision-là, que ce soit les Émirats arabes unis, la Saoudie, le Qatar, bah, eux, pour eux maintenant, l'Iran est un ennemi, et c'est un ennemi qui ne doit pas avoir la bombe nucléaire, sinon ce serait délétère pour le futur. Donc ça, moi, j'y vois quand même une grosse probabilité là-dessus. Et à 25%, un accord global historique où l'Iran accepte le démantèlement iranien, et ça me paraît quand même assez fou qu'on arrive là, parce que pour l'instant, il y a quand même au niveau de l'Iran une sorte de disparité, je dirais pas de disparité, mais plutôt où, voilà, il y a un pouvoir qui est vraiment éclaté entre plusieurs instances. C'est très compliqué à gérer actuellement parce que les États-Unis ont affaibli militairement et politiquement énormément le pays, donc ça va être compliqué. Donc voilà un peu mes trois scénarios là-dessus. Maintenant, on va essayer de revenir sur le marché, revenir sur Bitcoin parce que ça reste le sujet principal de mon analyse au niveau on-chain. Si on regarde les marchés actuellement sur les valeurs traditionnelles, que ce soit le pétrole, le gold, on voit que ça price quand même de l'instabilité, mais on ne price pas une crise énorme, voire une troisième guerre mondiale. Ça, c'est ce que je dis depuis le début parce qu'on n'a pas une volatilité qui est énorme. Par contre, on risque, et ça, vous pourrez le regarder, hein, comme d'habitude, le rapport, vous commentez rapport sur la vidéo et je vous l'envoie directement, tout celui-là. Donc, comme ça, vous pourrez le lire et il y a beaucoup plus d'informations. À chaque fois, à partir de chaque scénario, j'ai dit ce qui pouvait se passer, notamment sur les valeurs traditionnelles. Si on revient sur Bitcoin, je pense toujours que Bitcoin est en train de faire son processus de bottom. Je dis bien processus parce que c'est un chemin qui peut être voilà, avec des spikes haussiers, des spikes baissiers à l'intérieur, mais on est en train de créer cette structure de bottom pour pouvoir repartir en bull market et faire le breakout dès qu'on passera au-dessus du true market mean qui est à 78 000 $, 85 000 $ ensuite au niveau du short term holder cost basis, et après derrière partir vers une dynamique haussière sur Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Ce qu'on est en train de voir déjà, et la première chose que je voulais vous mettre en préambule, c'est que, c'est le role reversal. C'est-à-dire que habituellement, quand on analyse en fait le marché aussi, on regarde les short-term holders, ceux qui sont là depuis moins de 155 jours, et les long-term holders, ceux qui détiennent du Bitcoin depuis plus de 155 jours. Donc les personnes qu'on dit souvent beaucoup plus matures. Sauf que là, quand on est dans une dynamique en fait de bear market, c'est en train de s'inverser. Parce que forcément, en fait, les short-term holders qui avaient acheté au top de Bitcoin sont en train de devenir des long-term holders parce qu'ils n'ont pas vendu. Et les short-term holders actuels, ceux qui sont en train d'acheter, ils achètent au bon moment. Donc, ils ont une mentalité de long-term holder parce qu'ils achètent dans la meilleure partie du temps. C'est pour ça qu'il faut faire juste attention à ça quand on lit les graphiques on-chain. Sinon, on peut vite avoir des informations qui sont biaisées. Vous pouvez le voir directement avec ce graphique-là qui est le Invested Value by Cohort. Donc, tout simplement, on regarde où est-ce qu'il y a de la supply qui a été achetée en masse et par qui est-ce qu'elle a été achetée. Et c'est ce qu'on voit là actuellement, l'accumulation entre 60 et 70 000. Alors il y a des long-term holders forcément qui ont acheté depuis 1 an et demi,
et il y a tous les nouveaux qui sont en train de rentrer, mais qui en vérité sont des personnes qui sont des mains fortes et non pas des mains faibles là. Et tous ceux qui ont acheté au top sont en train de se transformer en long-term holder. Donc forcément, c'est difficile à lire. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de créer un véritable mur entre 60 et 70 000 parce qu'il y a eu beaucoup d'achats là-dedans. On se rend compte très rapidement, si on prend les chiffres, là-dessus que on a aujourd'hui, si on prend la realized cap, donc la capitalisation boursière, on a déjà 22,2% de la capitalisation boursière qui a été achetée entre 60 et 70 000 dollars. Et en règle générale, on fait un bottom lorsqu'on arrive à 25% de la realized cap achetée dans un range de prix sur ça. Ensuite, si bien évidemment on a un scénario catastrophique et qu'on a une escalade de la guerre et qu'on reprend, j'aimais bien ce nouvel indicateur qui est le Coin Time Price, qui est ultra intéressant et qui est à 52 000 dollars actuellement. Le Coin Time Price, il est calculé de la manière suivante. En fait, sur chaque coin dépensé, combien est-ce qu'il valait et combien de temps il a été détenu. Et donc, du coup, si on prend un exemple rapide, tu achètes un BTC à 30 000 dollars, tu le gardes pendant 2 ans, tu le vends, tu as dépensé 30 000 dollars fois 2 ans. Donc, 60 000 dollars année de valeur temps, ce qu'on appelle. Et donc, du coup, si on prend ça, c'est juste pour essayer de chercher, en fait, les mecs qui ne vendent jamais. Et donc, du coup, les personnes qui ont acheté depuis un long moment et qui, eux, sont des OG, des Diamond End et qui ne vont jamais vendre. Il y a les coins perdus, ceux qui hold depuis longtemps, il y a Satoshi aussi qui n'a jamais vendu. Et si on prend le Coin Time Price, ce qu'on voit, c'est qu'il est à 52 000 dollars. Donc, en règle générale, il est assez peu probable qu'on retourne, en tout cas qu'on retourne en dessous de ça. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il est à 52 000 dollars. Donc, même scénario catastrophique, pour moi, on a un plancher qui est tel qu'on a le realized price et le coin time price, 54, 51 000. Pour moi, on ne peut pas partir en dessous. En tout cas, c'est très, très, très peu probable. Sauf si là, pour le coup, on rentre dans un événement Black Swan avec une troisième guerre mondiale, le lancement d'une bombe. Ça aurait été possible si, par exemple, Trump avait lancé une bombe nucléaire et avait décimé l'Iran. Donc ça, c'est la chose quand même qu'il faut garder en tête, mais je trouve que c'est intéressant à voir parce que on fait le processus de bottom, on a un prix plancher qui est à 52 000, qui est ultra difficile à aller en dessous, donc c'est pour que vous puissiez vous positionner en adéquation avec ça. Par contre, on est dans un processus. Ce qu'on attend, c'est ce qu'on appelle une convergence. Souvent, et c'est assez intéressant à voir, on peut le re-regarder sur cet indicateur-là, mais on voit des convergences entre à la fois le balance price, le realized price et le coin time price, souvent dans une période de temps. Et c'est souvent ces moments-là où on commence à avoir un bottom. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que le realized price et le coin time price sont en train de coïncider. Pas encore le balance price, il y a aussi le short term holder cost basis qui aussi se rejoint quand on arrive dans ces moments de bottom. Donc là, c'est intéressant. On voit déjà le realized price et le coin time price, c'est-à-dire que le coût d'acquisition moyen des bitcoins sur le marché, si on les prend de manière globale, et ceux qui ne vendent pas commencent à coïncider. Ça veut dire qu'en fait, le marché a été épuré, il y a de moins en moins de vendeurs, il y a un vrai épuisement au niveau vente sur le marché. Et là, on est dans une structure technique qui est jolie. Ça, du coup, ça nous montre que c'est de plus en plus intéressant pour se dire, OK, on rentre dans un bottom de marché. Pareil, si on prend au niveau du Mean Reversion Index, on est à 23%, ça veut dire vous prenez du coup l'inverse, 77% du temps, le prix est au-dessus du prix actuel et revient à sa moyenne, parce que le Bitcoin Mean Reversion Index, retour à la moyenne index là-dessus. Donc pour moi, encore des choses qui nous font dire, OK, on est dans un processus de bottom. Si on fait un petit benchmark au niveau de ces 25% de realized cap, vous prenez 2018, vous prenez 2022, à chaque fois ça a été la même. On avait 24,5% de la realized cap par exemple en 2018 qui avait été accumulée entre 3 et 5 000 dollars, 89% de long term holders qui étaient des top buyers refusant de vendre et des short term holders qui étaient en train de devenir des bottom buyers, donc qui étaient en train d'acheter le bottom. Tous les bears, donc toutes les personnes qui étaient baissières appelées à 1000 dollars, soit donc du coup 2% de la realized cap qui avait été accumulée là-bas. Et au final, on a pumpé, on est allé à 14 000. Là, c'est un peu pareil en 2026. On a 22% de la realized cap qui a été accumulée entre 54 et 75 000 dollars. 80% de la realized cap qui est underwater, donc qui est sous l'eau, donc il y a eu de la souffrance. Si le modèle des 52 000, 54 000
revient notamment avec le realized price et le coin time price dont je vous parlais tout à l'heure. On arrive à 90% underwater comme 2018-2022, donc c'est une probabilité qu'on ne va pas enlever quand même, mais les bears appellent à 30 000, 40 000 dollars. Donc pour moi, on fait un processus actuellement de bottom. Si on veut vraiment faire souffrir et revenir sur les mêmes benchmarks, ou en tout cas sur les mêmes situations que 2018-2022, il se peut qu'on revienne à 52 000, 54 000, mais on attend de voir. Conclusion, c'est qu'on a toutes les choses qui sont bonnes pour se dire par rapport au benchmark de 2018-2022 que nous sommes dans un processus de bottom. La seule chose qui manque, c'est du time pain. C'est-à-dire que là, ça fait que 2 mois qu'on consolide, là où sur les bear markets précédents, on a consolidé pendant 5 à 7 mois avec des spikes haussiers, des spikes baissiers. Donc, à voir, à analyser sur les prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas toujours à vous abonner pour avoir ces vidéos toutes les semaines que je vous fais sur l'analyse de BTC. Ce qui est assez intéressant à voir, c'est qu'il y a eu une belle progression entre le 7 février, plus rapide que dans les précédents bear market, mais on est passé du 7 février à 10% de la realized cap qui avait été accumulée entre 54 et 75 000 à 22,2% le 7 avril. Donc, si on s'en tient aux 25%, on a 88% du chemin qui a été complété, donc soit 89% là-dessus. Donc, pour moi, les scénarios qui peuvent se passer, notamment en partant de ça, c'est soit on continue de chop, donc ça serait on va dire le plus sain pour le marché, entre 65 et 75 000 jusqu'à juin, juillet, et donc après on a Kevin Warsh et ça nous permettra d'accélérer. Soit on a un ceasefire Iran qui s'accélère et on complète les 25% en avril et breakout en mai-juin. Mais mon take, c'est plus le scénario 2 sur cette partie-là. Donc, cesser le feu avec l'Iran qui s'accélère, parce que je pense que du coup, là, on est quand même en train de pricer la fin de la guerre. On fait un breakout, mais qui va être rejeté par la suite au niveau du true market mean qu'on va juste venir analyser. Et ensuite, on va vraiment faire un vrai breakout en juin sur la structure. Dernière partie sur l'analyse de Bitcoin, c'est le test critique du true market mean, qui va être ultra important à aller voir. Aujourd'hui, on a 3 issues possibles. Le true market mean, c'est le coût d'acquisition moyen des BTC pondéré par le temps. Donc forcément, ceux qui ont acheté il y a 10 ans, ils ont moins d'importance que ceux qui ont acheté récemment. Et pour moi, il y a 3 issues possibles. Là, actuellement, c'est qu'on rejette sur les 71, 75 000 dollars, et ça, c'est pour moi à 50% sûr. On retourne à 66, 68, on chope, on continue, on accumule du coup cette realized cap, et ensuite, on a un breakout au Q3 après que Warsh arrive. Si par contre, on a, donc c'était le scénario 3 sur la partie géopolitique, si par contre on a un vrai accord, parce que pour moi en fait on va avoir un accord, mais ça va être un accord qui va être juste économique et pas forcément sur le nucléaire, d'où le fait que le marché va continuer à consolider. Si par contre on arrive sur le scénario où on a un vrai accord, là on pourrait avoir un breakout et en fait aller target très rapidement les 95, 100 000 dollars. Mais on peut potentiellement repartir vers le bas pour continuer d'accumuler cette realized cap, sinon on va avoir un support qui va être assez faible. Donc sur ça on pourra voir, et on a un scénario 3 qui peut être un fake breakout à 78 000 et on se fait rejeter rapidement. Mon analyse, c'est que pour moi l'option 1 ou 2 est la plus probable. Pourquoi ? Parce que cette probabilité du pivot de la Fed, pour moi, elle est de plus en plus probable, notamment au moment où Kevin Warsh va arriver, parce qu'on a une inflation qui est quand même en train de baisser, vu que le prix du pétrole, si on a un accord, baisse rapidement. Donc ça le met dans une meilleure condition pour se dire, OK, je peux baisser les taux d'intérêt. Et le fait qu'il y ait beaucoup de dépenses pour la guerre, forcément aux États-Unis, et ça, aux États-Unis, ça a toujours été la même chose. Les guerres avec les US ont toujours créé des pivots de la Fed. Et Trump, mine de rien, depuis le début de son mandat, a quand même fait beaucoup d'opérations militaires. Et si on continue à avoir un accord économique, mais pas forcément l'accord au niveau du nucléaire, il se peut qu'on continue à avoir de temps en temps des petits sursauts d'instabilité au Moyen-Orient. Donc pour conclure, au niveau du on-chain dashboard, ce qu'on voit, c'est qu'on a complété pas mal de choses qui nous font dire, OK, on est en bottom, mais on attend encore des petites choses. Est-ce qu'il y a les short-term holders qui vont capituler une dernière fois pour vraiment faire de la souffrance comme dans les précédents bull runs ? Actuellement, au niveau de la supply and profit, on recommence à avoir un petit peu de positivité au niveau du profit. Donc forcément, ça peut pousser les gens à se dire, OK, on recommence à faire de l'argent, on repart dans une dynamique de bull run. Ensuite, on a la partie STH-SOPR qui arrive de plus en plus à 1. Ça veut dire que c'est la supply and profit realized. Pareil, il faut qu'il y ait des gens en profit pour qu'il y ait de l'euphorie et que ça continue. Donc pour conclure,
là-dessus et ce que je fais, avec, mon portefeuille là-dessus, c'est que mon scénario 1 qui était à 70, là, il redescend à 50. C'est une Chopsolidation entre 65 et 78 000 parce qu'il y a de plus en plus de possibilités, étant donné que le conflit est en train d'être réglé, qu'on ait un spike haussier au moment où on va avoir, l'annonce. Et donc du coup, bah, ça, on va essayer de voir comment ça va se passer. Mais la timeline, c'est avril, on continue de chop. On se fait rejeter sur les 78 000 donc le true market min, et on attend que Warsh arrive en mai pour avoir de la volatilité et repartir vers le dessus. Et donc du coup, là, ça ferait un break des 80 000 en juillet pour repartir dans une dynamique de bull market. Est-ce que bull market pendant des années, le marché a changé? Donc je ne sais pas, mais peut-être juste une trend haussière qui puisse nous permettre de faire des trades sympas là-dessus. Mon action, c'est si ça se passe comme ça, je hold, je n'ajoute pas. J'ai déjà déployé pas mal de mon capital et je regarde un petit peu le comportement entre 78 000 et 80 000 $. Scénario 2, c'est là on a un vrai deal, breakout immédiat des 80 000 $. Vous pourrez lire directement les différentes timelines, mais là mon action ce serait je regarde les 78 000, est-ce qu'ils sont break? Et si pendant plus de 3 jours on est au-dessus de 80 000, je commence à passer un petit peu boule. Et là, ça peut être très intéressant de se dire, OK, je m'expose sur des low caps, j'essaye de faire des trades intéressants. Et là, je pourrais vous envoyer sur les vidéos des choses sympas et on hold jusqu'aux 120 000 $. Ou alors, scénario 3 à 15%, mais j'ai un peu du mal à y croire, c'est un échec au niveau des résolutions. Après, c'est encore possible, hein. On a des probabilités de le faire, comme je vous le disais. Et là, on reteste les 52, 54 000. Mais au moins, là, à ce moment-là, on arrivera sur le coin time price que je vous expliquais tout à l'heure. Et pour moi, ce sera un vrai signe qu'on arrive sur la fin de la souffrance sur BTC. En tout cas, voilà, je vous remercie. Merci à tous. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Si vous voulez le rapport, commentez directement au rapport et je vous enverrai du coup le rapport entier et vous pourrez regarder un petit peu tout ça plus en détail. Merci beaucoup à tous. À la prochaine. Bye.